D'abord, merci beaucoup au comité d'organisation de me permettre de faire cette conférence. Voici mes liens d'intérêt. Alors, première question, c'est pourquoi l'immunothérapie dans le cancer? En fait, on n'a pas de raison de développer des cancers en théorie avec un système immunitaire compétent, puisque ces cellules tumorales doivent être reconnues comme n'étant pas normales et donc détruites par le système immunitaire. Et c'est ce qui se passe tous les jours, puisque tous les jours, on crée des cellules cancéreuses, notamment au niveau de la peau, et tous les jours, elles sont détruites par notre système immunitaire. C'est la phase d'élimination. Malheureusement, il y a une phase d'échappement, et par expression de molécules à la surface des cellules tumorales et par expression au sein du micro-environnement péritumoral, le système immunitaire devient défaillant et n'est plus capable de reconnaître les cellules tumorales comme étant étrangères. Alors, le mécanisme d'action de l'immunothérapie, ça va être d'essayer de restaurer la reconnaissance immunitaire. Et il existe de multiples moyens d'arriver à restaurer cette reconnaissance immunitaire. Ont été testés de nombreux vaccins basés sur les antigènes associés aux tumeurs, des cytokines, la plus connue pour nous, c'est l'interféron, mais il y a eu l'IL-2 dans le cancer du rein, le transfert adoptif cellulaire, la thérapie génique et les inhibitions des régulateurs immunitaires, les fameux checkpoint inhibitors. Alors, ces checkpoint inhibitors, parce que je vais concentrer la suite de mon topo là-dessus, sont une avancée majeure en cancérologie, avec ici l'exemple du mélanome et du carcinome bronchique, avec deux anti-PD-1 différents, le nivolumab et le pembrolizumab. Et le fait majeur, en dehors de la survie globale de ces patients, c'est cette courbe, c'est cette modification de l'aspect des courbes de survie de nos patients, avec une phase de plateau et des survies très prolongées des malades traités pour ces cancers. Et quand on voit la comparaison avec la chimiothérapie classique, c'est absolument éloquent. Comment classer les tumeurs pour savoir si elles vont répondre ou ne pas répondre à ces traitements? Alors, on a eu une classification un petit peu basique avec les lymphocytes infiltrant les tumeurs, les TIL, et l'expression membranaire du PD-L1. Alors, cette classification permet de classer nos tumeurs en 4 groupes. Le type 1 qui a des lymphocytes infiltrant les tumeurs et une expression de PD-L1, et qui est l'archétype du bon répondeur aux checkpoint inhibiteurs, et notamment les checkpoints qui visent PD-1 ou PD-L1. Le type 2 qui n'exprime pas PD-L1 et qui ne présente pas de TIL au sein de la tumeur, et qui est l'archétype du mauvais répondeur à ces thérapeutiques, et chez qui il va falloir attirer des lymphocytes dans la tumeur, puis inhiber les checkpoints. Le type 3, qui ne présente pas de lymphocytes infiltrant les tumeurs, mais une expression de PD-L1, et pour lequel, là aussi, il va falloir attirer des TIL, et on va pouvoir faire un anti-PD-1. Et le type 4, qui présente des lymphocytes infiltrant les tumeurs, mais ne présente pas d'expression de PD-L1, et pour lequel il va falloir trouver d'autres checkpoint inhibitors que PD1, PD-L1. Alors, ce schéma, il est extrêmement simpliste. Ça ne tient pas compte de la localisation de l'immunohistochimie et de son intensité. Ça ne tient pas compte du tout de l'hétérogénéité intratumorale, et ça ne tient absolument pas compte du micro-environnement péritumoral, et notamment les LIL, les infiltrats lymphocytaires extratumoraux dans le micro-environnement. Alors, de quoi dépend aussi la réponse à l'immunothérapie? C'est la charge mutationnelle. Il a été montré, alors là c'est un résumé de beaucoup de tumeurs,
mais vous voyez le nombre médian de mutations au sein de ces tumeurs. Vous voyez le cancer du poumon, le mélanome, qui sont des cancers où il y a beaucoup de mutations, et le cancer colorectal MSI+. Et il a été montré que dans les mélanomes métastatiques traités par anti-CTLA4, il y avait une vraie valeur pronostique de la présence de plus ou de moins de 100 mutations par tumeur, avec des réponses au traitement qui sont très différentes. Alors, si on fait la liste, et je vais vous épargner cette liste exhaustive, des checkpoint inhibiteurs à la surface des cellules présentatrices d'antigènes et des lymphocytes T, vous voyez qu'il y en a de nombreux. Et quand on met à côté de ça toutes les molécules développées par les industriels pharmaceutiques, on a effectivement beaucoup de solutions thérapeutiques à tester chez nos patients. Alors, il va falloir du coup mieux comprendre l'immunologie de nos tumeurs pour essayer de faire des associations de thérapeutiques. Et la même équipe qui avait fait cette classification en 4 groupes avec les TIL et les PD-L1 a refait une classification des tumeurs en fonction de l'effet thérapeutique à induire, avec un groupe 1 qui va vouloir éliminer cette suppression immunitaire, avec bien entendu en chef de file des inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1, de LAG3, de TIM3, de CTLA4, mais aussi d'autres voies de thérapeutiques comme le TGF-bêta, etc. L'autre groupe de tumeurs chez qui il va falloir induire une mort cellulaire immunogénique pour que la tumeur redevienne reconnaissable par le système immunitaire. Le troisième groupe où il va falloir augmenter la fonction des cellules présentatrices d'antigènes parce que clairement, ces cellules présentatrices d'antigènes ne remplissent plus leur rôle. Et le dernier groupe avec une augmentation d'efficacité des lymphocytes T et des macrophages, avec, une fois de plus, des cibles thérapeutiques sur les lymphocytes T. Alors, qu'en est-il dans la littérature des combinaisons de checkpoint inhibiteurs ? Je vous ai pris ici l'exemple du mélanome et du sous-groupe de mélanome qui est PDL1 négatif, où on voit qu'il y a effectivement un bénéfice de survie à être traité par une association de nivolumab, qui est un anti-PD-1, et de l'ipilimumab, qui est un anti-CTLA4. Par contre, chez les mélanomes PDL1 positifs, ce bénéfice n'existait pas. Alors là où il faut se méfier, c'est que plus on va associer des checkpoint inhibiteurs, plus on va augmenter le risque d'effets indésirables, et notamment d'effets indésirables de type immunologique. Il y a cette publication récente dans le New England qui rapporte les cas de myocardite. Alors effectivement, ça reste un événement très rare, 0,06% par nivolumab seul, mais quand on fait du nivolumab plus de l'ipilimumab, on arrive à 0,27 et malheureusement des événements qui peuvent être très graves. Alors, dans le foie, puisque je pense que c'est le foie qui va vous intéresser, le foie a une caractéristique très particulière d'immunotolérance. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire, puisqu'il y a un afflux de néoantigènes en permanence compte tenu de sa place sur la circulation sanguine, et que donc des mécanismes d'immunotolérance par l'immunité innée et adaptative sont en place, avec notamment la sécrétion d'IL-10, de TGF-bêta par les cellules de Kupffer et les cellules endothéliales, le rôle des cellules présentatrices, de cellules présentatrices des cellules endothéliales, qui est diminué par des récepteurs activateurs comme CD80, CD86, et puis le rôle des lymphocytes T régulateurs au sein du foie. Qu'en est-il de la charge mutationnelle du CHC sur ce même diagramme publié par Vogelstein ? Eh bien, finalement, le CHC n'est pas très bien placé, puisque en médiane, les CHC présentent 39 mutations par tumeur. Par contre, en termes d'infiltrats inflammatoires,
le foie est un organe très intéressant. Et là, j'ai repris une étude qu'on a réalisée récemment avec Nathalie Sturm, où je vous ai représenté un immunomarquage CD3, donc des cellules immunitaires exprimant ce marqueur, dans la cirrhose, en haut, et dans la tumeur. Et vous voyez bien qu'il y en a beaucoup dans la cirrhose, mais très peu au sein de la tumeur. Quand on fait ça pour différents marqueurs, CD4, CD8, CD20, CD56, etc., etc., en fait, il y a entre 6 et 13 fois plus de lymphocytes infiltrant le foie, les Lille, que de lymphocytes infiltrant la tumeur. D'où l'intérêt majeur d'étudier, en tout cas pour nous, dans le cancer du foie, non pas uniquement les TIL, mais aussi les Lille pour la réponse au traitement par immunothérapie. Et cet infiltrant inflammatoire, dans cette étude multicentrique, était associé au risque de récidive tumorale avec le seuil de plus ou moins de 100 CD8 dans le foie non tumoral, une fois de plus, et pas dans le foie tumoral. Alors, que sait-on des checkpoints immunitaires dans le carcinome hépatocellulaire? En fait, quand on fait la littérature, ce n'est pas une notion nouvelle. Il y a une expression constante de PD-1 sur les lymphocytes T CD8+, c'est connu depuis 2011. Le taux de lymphocytes T PD-1+, CD8+, circulant et infiltrant la tumeur est associé à la progression après résection tumorale. On sait aussi qu'il y a une forte expression de PD-L1 dans le CHC et que c'est un facteur prédictif de récidive tumorale. Et même assez récemment, un papier qui rapportait que le PD-L1 soluble, donc mesuré dans le sang circulant, était un facteur prédictif de survie globale. Alors, enfin, une étude de l'équipe de Créteil montre que l'expression tumorale et non tumorale de PD-L1 est associée à des tumeurs agressives, exprimant CK19, étant une forte expression d'alpha-fétoprotéine, mais le seuil est de 20. Alors moi, je ne sais pas ce que j'appelle une expression forte, mais la présence d'une invasion vasculaire, de la différenciation tumorale, etc., etc., au sein donc, de la tumeur et du péritumoral. Malheureusement, dans cette étude, PD-L1 ne sort pas en analyse multivariée comme facteur prédictif de la récidive tumorale dans cette série. Alors, où peut-on situer le traitement par immunothérapie dans l'algorithme thérapeutique du BCLC que Xavier vient de vous rappeler? On peut bien évidemment situer ces molécules-là au stade avancé, BCLC-C, en première ligne ou en seconde ligne, en monothérapie ou en combinaison, mais aussi à un stade intermédiaire ou précoce, dans un rôle de traitement adjuvant ou dans un rôle d'induction d'effet abscopal. Alors, il faut que je vous décrive l'effet et que je vous explique ce que c'est que l'effet abscopal. L'effet abscopal, c'est un effet qui a été décrit en 1953 chez des patients qui étaient traités par radiothérapie. Cet effet, en fait, c'est la destruction localisée d'une tumeur, à l'époque par radiothérapie, qui induisait une réponse généralisée et donc une guérison des malades là où ils n'avaient pas été traités. Alors cet effet abscopal, on peut l'obtenir pour nous en particulier dans le carcinome hépatocellulaire, grâce à la radiothérapie stéréotaxique, dans des conditions particulières, grâce à des destructions percutanées, grâce à de l'embolisation. Et la question est de savoir si les checkpoint inhibiteurs vont avoir un effet de potentialisation de cet effet abscopal. Alors on a une étude récente, publiée dans J-Hepatol cette année, avec un anti-CTLA4, le tremelimumab, qui malheureusement ne sera jamais sur le marché, et sur un nombre limité de patients, mais montrant que malgré un stade avancé, BCLC-C, ces malades traités par radiofréquence ou cryoablation, certains ont une réponse très prolongée de leur tumeur, alors qu'on a détruit qu'une toute petite partie de leur tumeur et induit une réponse générale de la tumeur. Donc ça marche aussi dans le CHC, on a des preuves cliniques.
Qu'en est-il de l'utilisation des checkpoint inhibiteurs dans le CHC avancé? Alors ça, ce ne sont que des résultats préliminaires avec le nivolumab. Le nivolumab est en phase, était en phase 1, maintenant en phase 3, avec une cohorte initiale de 48 patients, une cohorte d'expansion de 214 patients. Je vous passe la description de la population. Le résultat très intéressant, c'est que dans cette étude de phase 1, on observe une réponse objective chez 16% des malades, dont 2% de réponse complète. Avec une très bonne tolérance, seulement 4% de SAE de grade 3-4, et pas de dégradation de la qualité de vie dans ces études-là, avec un recul de 25 semaines de traitement, ce qui est plutôt excellent. En termes de temps à la réponse tumorale, alors je ne vous ai mis que la partie de la dose de cohorte, de l'escalade de dose. Sur cette cohorte de 48 patients, 7 patients ont une réponse objective et dans l'immense majorité des cas, cette réponse objective se fait avant 3 mois de traitement. Et chez certains malades, malgré l'arrêt du traitement, la réponse est très prolongée. En termes de survie globale, que l'on soit naïf de traitement ou pré-traité par sorafenib, pardon, j'ai perdu ma flèche, la médiane de survie semble la même et les courbes de Kaplan-Meier ne diffèrent effectivement pas dans ces deux groupes de patients. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de cette réponse au nivolumab? Dans cette étude, les seuls résultats qui sont disponibles et publiés en congrès sont l'immunomarquage PD-L1. Et avec donc le nivolumab, dans le CHC, il ne semble pas exister de différence de taux de réponse objective entre les PD-L1 plus ou les PD-L1 moins, qu'on soit dans la dose d'escalade de dose ou dans la cohorte d'expansion. Alors, tous ces résultats sont bien entendu à prendre avec des pincettes, puisque c'est des résultats préliminaires non publiés et juste communiqués en congrès. Dans les facteurs prédictifs, il faudra faire d'autres immunohistochimies au niveau des TIL, bien entendu, mais aussi des LIL, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faudra faire un immunophénotypage des malades avant et pendant le traitement, au niveau de la biopsie, mais aussi au niveau du sang circulant, parce que c'est quand même plus simple. Et puis, il faudra stratifier nos patients en fonction de la charge mutationnelle de leur tumeur. Rapidement, un piège, et ça, vos radiologues vont être contents, puisqu'on avait les RECIST, MRECIST, RECIST V1.1. Et bien maintenant, il va y avoir les IRRC, l'Immune Related Response Criteria, pour l'évaluation radiologique de nos patients. Pourquoi? Parce qu'en début de traitement, il peut y avoir une augmentation de la taille des tumeurs qui n'est pas associée à une progression, mais il y a un infiltrat inflammatoire dans la tumeur qui donne une augmentation de taille. Et donc, je vous passe les détails, mais ça devient compliqué. Ce n'est pas parce qu'il y a des nouvelles lésions que les malades vont être progressifs. J'ai presque terminé. Donc, en guise de pré-conclusion, le bénéfice attendu pour l'immunothérapie dans le cancer, il est le suivant. Ça, c'est la courbe de survie que nous avions avec les chimiothérapies classiques. La courbe de survie que nous obtenons grâce aux thérapies ciblées. Vous voyez, il y a un décalage ici au début de la courbe. Les courbes de survie que nous obtenons avec les immunothérapies, avec une phase de plateau chez un nombre non négligeable de patients, et la courbe que nous rêvons d'obtenir avec l'association ou de manière séquentielle avec les immunothérapies. En conclusion, l'immunothérapie représente une avancée majeure en oncologie avec des réponses tumorales prolongées, une excellente tolérance. Les associations thérapeutiques très prometteuses, mais attention aux effets indésirables immunologiques. Ça nécessite d'approfondir nos connaissances immunologiques des cancers et du micro-environnement cancéreux. Le CHC est une cible intéressante de l'immunothérapie parce que le foie est immunotolérant, mais donc ça expose au risque d'hépatite auto-immune.
avec la notion d'infiltrat inflammatoire du tissu non tumoral qui est absolument à prendre en considération dans notre pathologie. Pas encore de résultats définitifs, mais des résultats préliminaires très intéressants avec les anti-PD-1 et des facteurs prédictifs de réponse absolument à investiguer. Je vous remercie de votre attention et je ne résiste pas de vous faire part de la publication du guide Le cancer du foie en question qui va être disponible sous l'égide de la FEV, de la CHBT et de la SIAD. Et vous pouvez le demander à Marion Sellos qui vous l'enverra par courrier. Je vous remercie.